Voilà, la nuit, tout le monde en parle, on en parle beaucoup au ministère en ce moment, ça devient même presque un programme prioritaire, mais on est quand même tous les uns et les autres dans des démarches assez empiriques. Alors, on est conscient de la modestie de ce que peut faire la médiation nomade. On arrive sur un territoire donné, on reste quelques soirées, voilà. Mais parfois, on se rend compte aussi qu'on arrive à amorcer des choses. Et donc, on se dit, si on arrive à réunir un certain nombre de personnes, ces choses qu'on amorce, elles pourront peut-être être capitalisées. D'autres peuvent s'en emparer derrière nous. Comment est-ce qu'on peut essayer de construire, une fois qu'on s'est projeté, qu'on a réussi à faire quelques soirées de lien social autour ou à côté du Barnum, de nouer un dialogue? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce ne soit pas occupationnel et que ça voilà, que ça ne se disparaisse pas dans les sables au moment où le camion reprend sa route? La table ronde, la soirée va se faire en 3 parties, 2 tables rondes, une première qui est pour donner la parole aux acteurs de la nuit, donc plus autour du témoignage, qu'est-ce que ça veut dire que de travailler la nuit, et puis une deuxième plus autour des pratiques, avec un certain nombre de professionnels, d'éducateurs spécialisés, Yazid, qui représentera la médiation nomade. Et vous avez donc choisi cette spécialité d'urgentiste, de médecin urgentiste. Vous avez également choisi de l'exercer la nuit. De l'exercer la nuit et de l'exercer dans le 93 et à Bobigny particulièrement. Alors pourquoi tous ces choix? Alors ces choix sont simples. On est dans un désert médical dans le 93. Peu de personnes le savent, mais d'un point de vue médical, on est très dépourvu par rapport à ce qui se passe en région parisienne et dans certaines provinces. Donc c'est là où on reste un des seuls recours auxquels les gens ont accès, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit. Donc beaucoup de gens, malheureusement, sont amenés à avoir recours à nous en dernier lieu. Et c'était ce côté un peu, c'est presque de l'humanitaire en réalité ce qu'on fait à Bobigny. Et peu de gens le savent. On n'a pas beaucoup de moyens pour le faire. On n'a pas beaucoup de moyens dédiés, que ce soit matériels ou humains, pour pouvoir venir en aide aux gens. Et ces gens arrivent souvent très décompensés, en grande détresse, puisqu'ils n'ont pas accès aux soins médicaux sur le territoire. Peu de médecins généralistes sont disponibles, ils désertent le département et donc on reste les seuls accessibles. On est 2 médecins seniors pour assurer la garde de 18h30 à 8h30 le matin. 2 médecins. C'est pas sous-staffé comme on dit, vous n'êtes pas vraiment en sous-effectif? Alors demandons au ministère. Pourquoi? Puisque les gens ont de plus en plus recours aux urgences, arrivent de plus en plus nombreux et on est 3 jusqu'à 21h, et puis à partir de 21h, on est 2 médecins seniors avec 2 jeunes internes, mais qui sont là en apprentissage et pour lesquels on demande beaucoup et qui ne sont pas en mesure de répondre à toutes les demandes. La nuit, on a de tout. On a des gens qui arrivent en détresse psychologique, on a des gens qui arrivent en détresse vitale, qui sont en train de mourir, et si on ne fait rien dans l'immédiat, ils vont mourir, ces gens-là. Et on a des gens qui arrivent et qui consultent au sortir et qui sont en détresse sociale plus qu'autre chose. Ils viennent aux urgences pour avoir une écoute, de l'aide. Et le motif de consultation peut être tout et n'importe quoi. Peut-être même rien aux yeux de la personne qui va le consulter, mais en réalité, c'est un appel à l'aide. C'est souvent des gens qui, au sortir de leur travail, viennent consulter parce que c'est le seul moment où ils vont avoir une écoute. On assiste à Lille, en tout cas, à la disparition progressive des bars de nuit, notamment dans les quartiers populaires du centre-ville. C'est-à-dire que quand vous êtes un bar isolé dans un quartier populaire et que vous faites un peu trop de bruit, eh bien vous êtes directement la cible d'attaque de la part des voisins ou des habitants, ce qui est normal. Il y a un changement de ton depuis une quinzaine d'années sur quel est le discours légitime pour défendre un bar. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une période à Lille où il y avait un certain nombre de bars-concerts dans les quartiers populaires dont on acceptait le fait qu'ils puissent jouer un rôle social important dans le quartier. Pareil, si vous voulez consommer dans ce genre de lieu, ça monte facilement de 3-4 euros la bière à 8-9 euros le verre. Donc de fait, il y a une forte ségrégation économique, mais qui est aussi une ségrégation raciale où il y a eu plusieurs opérations de testing à l'entrée des boîtes à Lille et très clairement, la question de la race se pose. Une sélection raciale à l'entrée. Voilà, qu'il faut aussi comprendre du point de vue des vigiles.
pas nécessairement comme un racisme clair, mais comme la représentation que quelqu'un qui vient, un jeune racisé d'un quartier populaire, il n'a pas d'argent, donc il n'a rien à foutre là. Et les deux manières d'opérer une sélection, enfin nous on avait fait un peu d'observation en fait du travail des portiers. Les deux manières de rentrer dans un bar, c'est soit vous présentez directement sur vous le fait que vous avez un pouvoir d'achat, donc c'est la fameuse tenue correcte exigée. Tenue correcte exigée, ça veut juste dire visiblement vous avez un gros portefeuille et donc on peut vous laisser rentrer parce que vous allez consommer. Dans la tête du portier, c'est ça. Et puis la fameuse réponse, non mais c'est réservé aux habitués. Donc il y a aussi une manière de ne pas dire vous ne pouvez pas rentrer, mais de dire voilà on vous connaît pas et de toute façon on ne pourra jamais vous connaître parce que vous n'allez jamais rentrer. Donc bref, il y a vraiment une forte ségrégation qui s'opère là-dessus. D'un côté il y avait une jeunesse étudiante aisée dont le problème c'était que voilà ils se suralcoolisaient, que donc ils perdaient complètement la main sur leur soirée, et de l'autre côté une jeunesse issue des quartiers populaires que eux appelaient les prédateurs, qui finalement en fait venaient dans le centre-ville pour voler quelques téléphones portables. Donc on avait vraiment une vision. Le problème c'est la jeunesse, et avec une espèce de catégorie complètement absurde, qui ne repose d'ailleurs sur pas grand-chose, qui venait séparer deux jeunesses qui n'avaient rien à faire l'une avec l'autre, mais qui pour le coup étaient problématiques toutes les deux pour des raisons différentes. On est sur des territoires qui n'ont pas tellement d'argent, il faut le dire, et donc les moyens sont quand même assez limités. Alors quand on n'a pas de moyens assez conséquents, on a des idées. Et donc c'est vrai que l'idée de Yazid Karfi, de votre association en tout cas, Médiation Nomade, c'est vraiment quelque chose qui pour nous a fait écho à des vrais problèmes de territoire. On a fait appel à Médiation Nomade parce qu'on avait on avait un décrochage en matière de médiation. On avait des médiateurs dans certaines villes, mais qui ont perdu, je dirais, un petit peu ce sens du contact avec le temps. De la connaissance vient la reconnaissance, mais vient aussi l'interconnaissance. Et donc, dans l'interconnaissance, finalement, vous perdez en crédibilité. Pas suffisamment de renouvellement. Les nuits sont totalement différentes. Elles sont peu ou prou agitées en fonction des secteurs. Et puis, elles sont peu ou prou agitées aussi en fonction des jours. Et ça a été pointé, effectivement. C'est très net. On a des courbes exponentielles qui sont tout à fait remarquables en fin de semaine. Les populations des zones de sécurité prioritaire, en tout cas les quartiers situés en zone de sécurité prioritaire et les quartiers politiques de la ville, qui visent à recréer de la population entre finalement ces quartiers-là et la police, c'est pas par hasard. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui a été perdu, du terrain qui a été perdu, et peut-être justement, on peut le dater, ce terrain perdu. En tout cas, moi, j'ai pu, de mon expérience professionnelle, le dater à peu près à 2002. Je crois que la police a fait un retrait, est revenue en arrière dans l'investigation, elle est montée dans l'investigation judiciaire, et elle a fait un retour en arrière sur le contact. Et justement ce rôle de contact avec les jeunes. Je suis une habitante de Sevran. On a une copropriété de 66 logements qui est située vraiment à la gare de Sevran-Baudette. Tout le monde connaît Sevran. Et c'était un point stratégique pour les dealers depuis 10 ans de là déjà. D'après les services des polices, c'est un point qu'ils ont entre 15 000 et 20 000 euros par jour. En fait, le bâtiment est situé vraiment devant la gare, et puis dans les étages, on a des fenêtres. Ça veut dire que les dealers peuvent voir la police s'il intervient de n'importe quel côté. La réalité, ça a été très difficile à accepter parce qu'on avait quand même entre 25 et 30 dealers dans le hall. Un étranger ne pouvait pas rentrer dans l'immeuble sans présenter sa pièce d'identité, et qu'il venait vraiment chez quelqu'un qui habite dans l'immeuble. On avait les sociétés qui ne veulent plus intervenir sur le bâtiment parce que leurs camions ils sont cassés, ils sont volés, ils sont menacés. Et si on n'a pas une intervention de la police, les sociétés ne viennent pas. Et du coup, ça commence vraiment l'immeuble à être plus dégradé qu'avant. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une prise de contrôle des dealers, des espaces communs de cet immeuble, c'est ça ? Exactement, oui. Hall ou alors all étage, parce qu'on avait quelques nourrices quand même dans les...
Il y a les dealers, il y a forcément une ou deux nourrices. C'est-à-dire les nourrices, c'est ceux qui alimentent. Voilà, c'est la cachette, c'est le point fu. Et puis c'est vrai que dans notre meuble, c'est 8 et 6, en fait, c'est un grand immeuble et qu'on peut rentrer par les 6, on sort par les 8. Il y avait plusieurs sorties. Et les services des ordres, c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à contrôler tous les issues parce que c'était très très difficile. Nous, quand on est venu en 2008, ça a été un peu dur parce que c'est vrai qu'on a été plusieurs générations quand on est venu en 2008. La plupart de mes collègues, quand je travaille avec eux actuellement, ils ont venu à cette année. Et du coup, c'est vrai que on a remarqué qu'on payait en fait les charges très chères, qu'il n'y a rien qui s'arrange, qu'on n'est pas chez nous. Un certain temps, c'est vrai que ça fait peur même pour nos enfants parce qu'on a remarqué qu'il y avait des implications des petits-enfants. On a eu plusieurs personnes qui sont parties à l'hôpital par des crises d'asthme, parce qu'il y avait la fumée, on trouvait toutes sortes de choses là-bas. Et c'était un coup de tête. Quand on a fait une réunion de 2-3 personnes, on a dit c'est pas possible. On est quand même chez nous. Je crois qu'on a mis toutes nos économies pour acheter ce bien. Et finalement, on n'était pas chez nous. On était coincés. Ouais. En fait, on a appelé des journalistes, des médias qui étaient venus dans les meubles sans savoir que c'était des journalistes. On posait nos tables, nos chaises dans les halls, que ça dérange vraiment les jeunes. Et on se montrait que les services d'ordre, quand ils passent, ils savent très bien que ça va mal finir avec les jeunes. Et du coup, un certain temps, je crois qu'on a obligé les services d'ordre de visiter le bâtiment tous les jours. C'est-à-dire, vous avez installé de vous-même des tables, vous êtes installé dans les parties communes ouais. qui étaient occupées par les dealers. Vous êtes installé comment? Juste en posant une table et en vous asseyant autour, c'est ça? On a mis des tables, des chaises, du café, du thé. Et puis après, comme on dit, la nuit, ça appartient pas qu'aux hommes. Il y avait même des femmes. On venait, on discutait. On passait les nuits dans les halls jusqu'à 4 heures du matin. Voilà, c'était. En fait, c'est tout ce qu'on a prouvé que ça nous appartient. En fait, les parties communes, ça nous appartient. C'est pas à eux de décider, c'est à nous. Ça a été très dur, ça a été pas facile. Ça a duré combien de temps tout ce processus? 1 an et demi. Ça a été pas facile. Sincèrement, ça a été pas facile parce qu'on a eu des menaces. On a eu des harcèlements, on a eu des collègues qui ont été agressés. Moi, personnellement, ma voiture, elle est partie en petite miette. Voilà. Ça a été dur, mais on a bien compris, leur jeu que c'est pas des jeux, c'est pas des enfants de cœur, ça c'est clair et net. Mais ils sont pas intelligents. Par contre, ils jouent sur les paroles. En fait, ils jouent sur la peur des personnes. Et quand ils ont vu que face à eux, il y a des personnes qui n'ont pas peur, on a dit, on va démarrer et on va arriver coûte que ça coûte. Oui, moi je voulais réagir et déjà vous féliciter pour ce que vous avez fait, parce que je pense que ça n'a pas été facile, comme vous l'avez souligné. Mais surtout, je voulais revenir sur ces zones de non-droit, puisque nous aussi, on y a accès, entre guillemets. Et je pense que, outre le fait que vous ayez regagné votre espace qui vous appartient, je pense que vous avez sauvé la vie de beaucoup de gens. Malheureusement, nous, on a dans ces zones de non-droit souvent l'impossibilité d'avoir un accès médical. Donc souvent, quand une équipe ou quand un médecin généraliste se déplace la nuit, parce qu'il y en a quelques-uns qui se déplacent, dans ces zones de non-droit, soit ils sont agressés, soit ils sont refoulés, soit ils sont suspectés d'être des forces de police et donc qui sont tout simplement, pareil, refoulés, fouillés au corps, etc. Et quand nous-mêmes, on y va en tant que SMUR, on est fouillé, accompagné. Vraiment, on a l'impression d'être dans un autre monde. Et c'est pas facile. Ouais. Comment faire, finalement, pour que la nuit soit à tout le monde? Comment faire pour que la nuit ne soit pas un espace excluant, mais bien au contraire un espace de partage? Les initiatives ou innovations qui travaillent au lien social la nuit, telles que la médiation nomade, doivent-elles rester au niveau d'expérimentation? À partir de quand, justement, décide-t-on d'en faire un modèle pour les reproduire à plus grande échelle? Quels risques cette reproduction ou cette modélisation comporte? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. La plupart des maisons des jeunes et des centres sociaux ont à peu près les mêmes horaires que la mairie. 9h, midi, 14h, 18h, fermé la nuit et le week-end, alors qu'on sait bien que c'est souvent le soir qu'il y a souvent des problèmes, qu'il y a des problèmes de souffrance, de délinquance et autres. Et donc je pense qu'il faut, si on veut faire sortir les jeunes des halls d'immeubles, il faut peut-être trouver des lieux pour les retrouver, quoi. Puis quatrième objectif, c'est que
il y a quand même un certain nombre de jeunes et puis de jeunes adultes qui sont sur l'espace public. Et ben, il faut s'en préoccuper, et puis il faut essayer de les aider à retrouver une place quelque part, quoi. Les horaires, c'est souvent 20h minuit. Je mets des tables dehors, je fais du thé à la menthe, je mets de la musique, je mets des jeux de société, c'est tout simple. C'est recréer un espace où les gens viennent se poser, s'asseoir, et puis il se met à parler, et puis au moins il y a une personne qui m'a écouté, c'est-à-dire que parler pour exister. Exister, la question d'exister, c'est super important. S'ils n'existent pas en parlant ou d'une cette manière, ils peuvent exister en étant violents ou en étant terroristes aussi. Donc la question d'existence est pour moi importante. C'est un endroit où les gens peuvent... nous, on apporte de l'espoir et c'est à un moment donné où les gens peuvent se retrouver, quoi. Comment lui, de l'autre côté, quand il participe à une médiation nomade, quand il est un des acteurs de cette médiation nomade, qu'est-ce qui se passe pour vous? Franchement, ça devient magique, hein. Quand le camion il arrive là, ça commence à être un peu magique, il y a un peu d'ambiance, il anime un peu le quartier, il y a des jeux de société, il y a grave des jeunes, ils viennent, des anciens, tout âge confondu, ils viennent dans son camion. Après, le temps il passe trop vite en vrai. Ça veut dire de 18-19 heures quand il arrive jusqu'à minuit, le temps il passe vite. Mais après, le délire c'est quoi? C'est qu'il part. Les gens ils n'ont pas forcément envie de rentrer chez eux, regarder la télé ou jouer à des jeux vidéo. Maintenant, quand il vient, c'est magique, on rigole, il y a un lien qui se crée. On se connaît tous un peu, tout le monde vient se recueillir à son camion, tout le monde vient, tout le monde joue, tout le monde est bien. Yazid, c'est comme un ancien des quartiers, il est là pour aider les jeunes à la base. À la base, même nous, on a créé une association, elle s'appelle Ribat. C'est un peu le même délire que Yazid. Ribat, ça veut dire bâtir. En verlan, ça veut dire... En arabe, ça veut dire le lien. Nous, on a fait une association, elle s'appelle Ribat. On a décidé de faire un local pour les jeunes, ils peuvent s'exprimer pour chanter. C'est une genre de MAO, musique assistée par ordinateur. Ça veut dire on a fait un studio d'enregistrement et tout, mais vu que c'est bâtir, il faut le faire. Ça veut dire il y a plusieurs personnes qui viennent nous donner un coup de main bénévolement. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, c'est un bon studio, ça marche bien. Mais dans les quartiers, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra des associations, des trucs comme une médiation nomade et tout. Parce que c'est bien beau de faire des polices de proximité et tout, ça sert à rien. Alors que des trucs comme médiation nomade et compagnie, vu que c'est des gens comme un peu près, on n'est pas pareils tous. Vu que c'est des gens qui nous ressemblent, ben on va plus être compris par des gens comme eux que par des autres gens. Moi, j'arrive en mairie en 83 et petit à petit, avec la violence qui s'installe après les Minguettes, les émeutes des Minguettes, tous les locaux qui sont ouverts le soir et la nuit en Vallée de Seine se ferment. Les maires ont peur parce que c'est difficilement contrôlable ce qui se passe à l'intérieur. Moi, c'est le club de prévention spécialisé qui gère un local dit Oxygène, une sorte de grand bunker construit dans la cité. Et fin des années 80, ils n'y tiennent plus. Il y a tellement de violence qu'ils ferment. Et je me retrouve avec le local vide. Et j'accepte pas ce principe. Je considère qu'il y a trop de gamins la nuit qui sont dans les cages d'escalier. Et je ne peux pas leur demander de quitter les cages d'escalier sans leur proposer autre chose. L'éducation des gamins se fait en partie aussi dans la rue, et particulièrement la nuit, quand il n'y a pas d'adultes. Donc, je rouvre le local en créant une association, parce que je refuse de prendre ça en municipal. Je considère qu'il faut impliquer les habitants dans le système associatif et qu'ils prennent des initiatives accompagnées par la mairie, mais c'est eux qui prennent les décisions. Et donc, on rouvre le local. Je prends d'abord des professionnels pour le gérer. Ça se termine avec des professionnels à 120 kg et 1m95 et une batte de baseball derrière le fauteuil, mais le local va brûler 15 fois. Heureusement, il est solide. Finalement, je considère que malgré tout, il faut maintenir ce local ouvert. J'en convainc quand même le conseil municipal, qui sur le moment n'est pas obligatoirement très convaincu, mais bon. Et effectivement, après qu'on ait eu une belle émeute avec HR et une bataille de rue bien rangée entre Chanteloup et HR, je trouve ce jeune Yazid, tout frais et moulu, si je puis dire, et je me dis qu'après tout, il a un discours qui tient la route, il a une certaine aura, il peut peut-être arriver à gérer ce local qu'on va laisser ouvert le soir en semaine jusqu'à 1h, 2h et le week-end plus tard. Et ça va marcher.
Et simplement, ce système va me donner des idées dans d'autres domaines, puisque ce n'est pas seulement le local qui va avoir la médiation, mais ça va être les transports, les bus, les trains, la ville, et notamment la nuit, puisque je considère qu'une partie de l'éducation se fait dans la rue, et le problème est de savoir qui tient le haut du pavé dans les quartiers la nuit. Il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus de professionnels, donc il faut bien quelqu'un. Et c'est ce qu'on va développer simplement. C'est des habitants qu'on va mettre en première ligne, mais on va les former, on va mettre en place des cadres de formation et d'accompagnement qui vont permettre qu'ils tiennent ce rôle. Parce qu'on ne peut pas confier ça non plus à n'importe qui. On risque d'être dépassé par ce qui se passe. Voilà. Mais c'est toujours dans un cadre associatif. Bon, nous, à Paris, on a deux grandes problématiques. La question, c'est que la nuit soit ouverte à tous, c'est-à-dire que la nuit ne soit pas reproduction d'inégalités sociales, ça, avec quelques vrais sujets. Un sujet, par exemple, très fort, c'est la question du transport la nuit. Il n'y a pas de transport le soir. Il n'y a pas de transport qui permet d'avoir un accès suffisant à la nuit à Paris. Enfin, je veux dire, si vous venez de Bondy pour aller à Paris, je vois que vous distribuez à l'entrée les horaires du RER, ça s'arrête tôt. Alors en semaine, ça peut aller, mais le week-end, ça s'arrête à la même heure. Bon, donc il y a un sujet là-dessus, sur cette question-là. Et après, sur la question des centres sociaux, donc nous, c'est les centres d'animation, il y a un certain nombre de quartiers à Paris, le 19e, le 12e, dans lesquels les centres d'animation qu'on a, on les ouvre le week-end jusqu'à 2h du matin. Et c'est essentiel de pouvoir, justement, parce que je pense que c'est à ce moment-là aussi que si on veut que la nuit soit aussi reste un temps social, un temps d'échange, c'est aussi à ce moment-là, et c'est aussi à travers ça que les choses doivent se faire. Donc si les mairies n'ont pas de politique volontariste en direction de la nuit, et en général elles en ont pas, elles ont peur de la nuit, elles ont peur de ce qui se passe. Alors là on a des exemples qui sont des exemples contraires dans ce qu'on est en train de dire là, mais elles ont peur de... Bon voilà, la nuit c'est plutôt le moment où les gens vont rentrer chez eux, où on va aller dormir. Sauf qu'il y a plein de gens qui sortent le soir. C'est aussi un moment qui est un moment où on sort, un moment qui est un moment convivial. Donc il faut le prendre dans l'autre sens. On ne travaille pas sur, par exemple, Bastia, comme on va travailler à Marseille, on ne travaille pas à Marseille comme on travaille à Saint-Étienne. Et en fait, la prévention spécialisée, si vous voulez, elle s'adapte. Son boulot, c'est une mission de la protection de l'enfance, et les éducateurs doivent aller à la rencontre des jeunes qui sont un peu en voie de rupture. Et du coup, le but, c'est d'aller quand ils sont présents. Donc, par exemple, nous, dans mes équipes sur Saint-Étienne, on va être moins présents le soir, l'hiver, mais on sera beaucoup plus présents l'été, parce que les jeunes sont beaucoup plus dans la rue l'été. Donc en fait, nous, on y va quand ils y sont. Oui, je peux parler de la nuit à Marseille, je peux parler de la difficulté en général. J'ai entendu beaucoup de choses, dont les centres sociaux qui ne sont pas peu ouverts le soir, le week-end. J'ai entendu aussi tout à l'heure dire quand on travaille la nuit, on travaille en mode dégradé. C'est une vraie question, une vraie difficulté. On a un problème. On a peu de gens qui travaillent sur les quartiers en général. Et la difficulté des quartiers... est en croissance. J'ai plus beaucoup de cheveux, ça fait longtemps que je travaille sur ce secteur-là, et j'ai pas l'impression que ça va mieux. Donc je gère une association de prévention spécialisée sur Marseille, une association importante, puisqu'on travaille sur presque 100 quartiers différents des Bouches-du-Rhône, et la question de la nuit nous préoccupe. Alors, tout à l'heure, on parlait d'interventions différentes selon les lieux, certes. La prévention spécialisée, ce sont des éducateurs de rue, a la chance d'être très plastique. C'est-à-dire qu'elle peut s'adapter, elle doit s'adapter au lieu, aux problématiques, et nous devons la piloter pour l'orienter dans une direction particulière. Pour notre association, on a mené 2 actions fortes sur ce temps-là particulier de la nuit. D'abord, deux équipes mobiles de nuit qui circulent sur l'hypercentre de Marseille, dans deux secteurs différents, et qui font partie d'une espèce de maillage et d'une continuité du travail que l'on fait le jour. C'est-à-dire que nous avons le jour des éducateurs qui sont dans ces quartiers-là, qui circulent dans les trains. Nous avons des éducateurs auprès des mineurs étrangers isolés que nous accueillons sur le centre-ville de Marseille. Et ces publics-là, nous continuerons à les voir la nuit dans leur environnement. Et cette permanence permet de maintenir quelque chose dans la durée. Et ça, c'est fort. On a tenté une deuxième expérience d'animation de lieux délaissés en grande soirée. Quand je parle de lieux, ce sont des beaux lieux, ce sont des
des terrains sportifs de collège réhabilités par le conseil départemental dans des quartiers en difficulté et qui le soir sont dégradés. L'idée, c'est de mettre des animateurs sportifs sur ces terrains et qu'il reste une partie de la nuit, en fait la grande soirée, au moins la grande soirée, toute l'année, mercredi, samedi, mois d'août compris. Et on s'est aperçu qu'au-delà du sport qui peut être fait sur ces terrains-là, ça c'est dans les cités de Marseille dont on vous parle tant à la télévision, au-delà du sport, on est allé sur des lieux de convivialité et des lieux où du lien s'est créé. C'est-à-dire qu'au départ, nous avions 10, 15, 20, 30, 50 jeunes qui venaient faire du sport le soir, et puis on a eu les mamans avec les poussettes, on a eu les personnes âgées du quartier, et actuellement sur ces lieux-là, c'est pratiquement 200 personnes sur 5 lieux qui sont tous les soirs, 6 jours sur 7, parce que là, ça ne dit le pas, parce que là, des choses se sont reculées et se passent. Un camion, ça ne suffit pas. Comment vous faites, vous, au ministère, face à des initiatives qui sont portées par des volontés telles que celles qu'affiche Yazid Kerfi? Tout d'abord, on soutient cette initiative au ministère de la Ville et on a permis son extension, notamment au travers d'une expérimentation qui a été lancée par le ministre de la Ville, Patrick Caner, depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'on partage le constat qui a été dressé. Se dire, à un moment, il faut investir les quartiers au moment où les services publics sont en retrait. Alors, en soirée, bien sûr, et puis c'est l'objet de ce forum aujourd'hui, mais aussi le week-end. Je pense que c'est essentiel, le samedi, le dimanche. Donc, une volonté d'étendre les horaires d'ouverture et surtout de les adapter, et en particulier en direction d'un public qui nous paraît prioritaire et qu'on n'arrive pas à toucher très régulièrement, c'est-à-dire les jeunes un peu en rupture de plus de 16 ans, 16-25 ans notamment. Et donc, on est totalement favorable, effectivement, à la démarche de médiation nomade, on la soutient, mais je pense qu'au-delà, il faut qu'on mobilise d'autres acteurs. Alors, bien entendu, il y a la prévention spécialisée, et elle fait son travail, même si elle connaît parfois des situations financières difficiles, et on souhaite la soutenir. On a d'ailleurs élaboré, nous sommes en train d'élaborer, nous allons signer une convention visant à renforcer les moyens et les modalités d'intervention de la prévention spécialisée, mais aussi, je pense, à la médiation sociale en général, avec tout le programme de nos adultes relais, qu'on soutient très largement. Et je parlais de cette expérimentation parce que je pense qu'il est important que les décisions ne viennent pas forcément du haut en cette matière. C'est-à-dire qu'on impulse, mais on part des initiatives de terrain. Nous avons lancé cette expérimentation dans 5 départements à ce stade depuis le début de l'année. Le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Val d'Oise, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne. Une quinzaine de communes sont concernées. L'idée, c'est de partir, de faire un état des lieux, de savoir quelles sont les structures qui sont ouvertes en soirée et le week-end. Et à partir de là, de voir comment on peut mobiliser les acteurs. C'est-à-dire optimiser les moyens, réorienter les priorités, et les orientations. Et effectivement, médiation nomade, je le considère moi comme un service un peu d'amorçage. C'est-à-dire qu'ils viennent pour prendre le contact, et c'est essentiel, le premier contact, l'adhésion des jeunes, mais ensuite d'autres structures doivent prendre le relais. Si c'est une question d'argent, la frontière de la nuit, est-ce que si vous aviez... Franchement, non. Franchement, non. Franchement, non. Est-ce que c'est une question de transport? Pour faire un barbecue, excusez-moi, pour faire un barbecue au milieu de la route, par exemple, il y a, par exemple, dans ma ville, là, à Bondy-Nord, on va dire, il n'y a même pas un endroit pour faire un barbecue. Il n'y a pas un endroit. Ça veut dire, s'il fait 35 degrés, là, tout de suite, vous voulez faire un barbecue, vous le faites où? Partout où vous allez le faire, de toute façon, c'est interdit, c'est pas un emplacement où il y a toujours des voisins, il y a toujours quelqu'un pour parler. Ça veut dire, les jeunes, au jour d'aujourd'hui, c'est facile. Tout le monde y met 5 €, il prend sa baguette, de la viande, c'est pas cher, c'est parti pour un barbecue. Un peu de musique, ça suffit pour ambiancer la foule. Comme à Paris... Oui, mais après, s'il n'y a pas d'autre endroit... Les jeunes, où voulez-vous qu'ils aillent s'il n'y a pas d'autre endroit? Ok, d'accord. Bon, maintenant, il y a à Paris, il y a la fête. Bon, à Paris, il y a la fête, il y a des endroits où les jeunes, ils peuvent y aller, ils vont boire un verre dans un pub, ils vont rentrer chez eux. Ici, il n'y a rien du tout. Les jeunes, ils font quoi? Ils vont aller, ils vont prendre une bouteille, ils vont la boire, ils vont mettre un peu de musique, ça y est, c'est parti. Ils se la font tout seuls, la fête. Mais après, c'est pas... Ils ne pensent pas à ça. À l'instant même, ils ne pensent pas à ça. À l'instant même où ils font ça, eh ben, ils ne vont pas penser à ça, à tous les voisins et compagnie. Maintenant, c'est aux villes.
Regardez, je vais vous donner un exemple. Il y avait des magasins là qui vont être détruits dans le quartier. Là, ça fait 3 ans, les magasins, ils ont fermé, ils les ont délogés pour tout casser et reconstruire. Les jeunes, ils ont fait quoi? Ils ont ouvert 2-3 magasins, eux-mêmes. Ils les ont ouverts, ils ont mis des frigos, ils ont mis des bières, ils ont mis des canettes, ils ont fait leur petit hanout, comme on dit. Mais quand tu vois quand arrives dans le petit hanout, tu vois, il y a des vieux, tu voyais des vieux mélangés avec les jeunes, avec des tout petits, c'est des lieux conviviaux. Ils sont venus un matin, ils ont fait quoi? Ils ont attendu les lois d'hiver, ils sont passés. Ça fait 3 ans, les gens, maintenant, c'est comme si c'était leur petit chez eux, en vrai. Et ils sont venus un matin, ils ont fermé les portes, ils ont remballé tout ce qu'il y avait dans les salles, ils ont fermé, là, tout le monde est dehors. Les voisins, ils se plaignent. Ben, c'est normal qu'ils se plaignent. Où voulez-vous qu'ils aillent? Il y avait les vieux, il y avait des vieux, ils sont tous à la retraite. Ils font quoi, les vieux? Ils sont à la retraite, ils n'ont rien à faire toute la journée. Ils venaient dans ces genres de cafés, ils prenaient leur café, ils jouaient aux dames, ils jouaient aux dominos, ils jouaient aux cartes, ils étaient accueillis par les jeunes. Après, c'est ça. Après, ce n'était pas un commerce. Ça veut dire, il y a 1 ou 2 jeunes, ils sont là, ils sont dans leur coin, ils tiennent la caisse. Maintenant, ce n'est pas une caisse pour aller se refaire demain. C'est juste histoire de racheter à manger ou racheter du café ou quoi pour que ça continue à tourner dans la boutique. Maintenant, aujourd'hui, ils ont tout fermé. Les vieux, ils se retrouvent dans un parc. Dans un parc, il y a 3 bancs. Ils font quoi, les vieux? Ils jouent là-bas. Quand il pleut, ils vont où? C'est pour tout le monde, c'est pareil. Maintenant, pour les voisins, s'il y a une salle pour les gens, ils se recueillent dedans. Il n'y a pas de voisins, ben, personne ne va déranger personne. Là, on a devant nous un exemple qui marche réellement bien. Yazid, il est là, on le voit un peu par les médias de temps en temps, un peu à la télé. On voit qu'il fait un peu la démocratie. On parle d'un public en vérité que la France a du mal à reconnaître. C'est que ça veut dire en vérité, c'est des publics type NA, nord-africains, type... on nous parle de communautarisme, on n'est même pas du communautaire. On pratique le vivre ensemble mieux que les politiciens. Les politiciens, vous-même, vous êtes du communautarisme. Vous avez une carte d'un parti politique qui fait que vous êtes vous-même cautionné un truc. Nous, on cautionne rien du tout. On parle du vivre ensemble. Moi, je vis avec un Africain, avec un Sénégalais, avec un Vietnamien, avec un Portugais, avec un Espagnol. La richesse qu'on a, c'est qu'on est nous 3 Français. On est tous Français. Nous, en banlieue, le vivre ensemble, on le pratique. Alors, la réalité du pratique du vivre ensemble et pouvoir nous instruire à nous le vivre ensemble comme vous voudrez qu'on vive, on n'arrive pas à comprendre la réalité. Des fois, on a l'impression de vivre dans la 5e dimension. L'initiative qu'il a pris le maire en prenant le courage d'ouvrir une salle jusqu'à 2-3 heures du matin et laisser Yazid, c'était un courage humain. C'est de la détresse. C'est qu'il y a des jeunes à un moment qui demandent au secours. Arrivé à 1 heure, on a l'impression déjà que nos voix, ils ont du mal à être portées. On a du mal à parler parce que en banlieue, on fait un peu le monde tous les jours. On parle de politique, on sait tout ce qui se passe dans le monde entier. Mais nos voix ne sont pas portées au-dessus de l'État. Et l'État, il devrait plus investir ces quartiers-là populaires ou qui pratiquent le vivre ensemble, ou qu'il n'y a pas de communautarisme, ou qu'il y a des synagogues, il y a les églises, il y a tout ce qui vit ensemble. C'est le vivre ensemble qu'on le vit. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que quand on parle des problèmes, des nuisances, tout ça au niveau des voisins, on parle que d'investissement. Mais le problème, il n'y a pas que ça pour moi. C'est qu'on veut faire quelque chose. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. À Mantes, à Mantes-la-Jolie, il y a une petite salle de répétition. À la base, c'était ouvert jusqu'à très tard. Ça se passait super bien, tout le monde contrôlait, il n'y a jamais eu de problème. Petit à petit, la mairie, ils ont fait baisser les heures. Maintenant, le week-end, c'est presque fermé tout le week-end. Ça veut dire après, nous, on a quoi comme choix? On va aller sur Paris. Sur Paris, ça va être quoi? Les problèmes avec la police, des bars où on ne va pas pouvoir rentrer parce qu'on est mal vu, des trucs comme ça. Après, on va se poser en bas, on va déranger les voisins. Mais par exemple, juste des parcs, des trucs comme ça. Les parcs qui sont fermés la nuit. On ouvrirait des parcs, on aurait des endroits où être un petit peu tranquille entre nous, sans embêter personne, avec un minimum de surveillance. Juste ça, déjà, ça coûterait pas beaucoup et déjà, ça améliorerait beaucoup pour moi, je pense. Oui. Merci pour cette intervention. Je précise juste à la place de Frédéric Ocard que la mairie de Paris a